qu'il y a quelques mois, c'était l'été dernier, peut-être rappelez-vous pour les quelques personnes qui étaient là, on avait commencé à jouer une première version du Vilain Mire. Mais c'était sur la place, et il y a eu un orage terrible, et on avait été obligé d'arrêter. Et à ce moment-là, on était trois, et puis après ça, on a décidé de reprendre le spectacle pour ne le faire qu'à deux, comme ça c'était facile pour nous de nous déplacer. Donc ce soir, vous voyez une autre version, qui n'a rien à voir. Je vous rappelle simplement quelques mots, c'est surtout pour les enfants. Vilain Mire, un vilain, à ce moment-là, c'est pas quelqu'un de méchant. Un vilain, à l'époque du Moyen-Âge, dans les années, on va dire au siècle, au XIIIe ou XIVe siècle, c'est un paysan. C'est quelqu'un qui travaille sa terre. Donc, et le mot latin, c'est villa, etc. Donc, c'est quelqu'un c'est un paysan qui est très riche. Donc, c'est un vilain. Et mire, ça veut dire médecin. Voilà. Donc, vilain mire, vous allez comprendre que c'est le vilain, le paysan qui est devenu médecin. À la suite de nombreuses aventures, il s'agit d'un fabliau du Moyen-Âge que nous avons quand même sensiblement modifié. Bon spectacle. Allez, debout, Jacques. Oh, il est temps de se remettre en route. Nous sommes encore loin de l'Angleterre. Je m'arrêterai au marché d'Abbeville pour acheter les ingrédients nécessaires à mon breakfast. Œufs durs, bacon, des œufs vaches, petites pommes de Normandie et bon pain de campagne. Une dignitaire anglaise ne saurait se passer de son breakfast, même quand elle est en France. Madame Messenger, je vous en prie. Hier, nous avons marché toute la journée, et le soir, vous ne m'avez donné à manger que le fond de votre écuelle et un triste morceau de pain. Lorsque j'étais dans la campagne avec mes bœufs, bien quand ils avaient bien travaillé, je leur donnais leur ration de foin. Mais moi, je suis comme des bœufs, j'ai besoin de la ration. Oh, cesse de me parler de tes bœufs, de ta ferme, de ton vin, de ton fromage. Mets-toi ça bien dans le crâne. Tu n'es plus un vulgaire vilain de la France d'Ancra. Tu es un grand mire, le plus grand mire du royaume de Philippe Auguste. Du reste, ta femme l'a affirmé il y a 15 jours lorsque nous l'avons vu dans la cour de ta ferme. Elle a juré en crachant par terre et nous avons consigné sa déclaration sur ce parchemin. Je vais te le lire. Écoute ça. Je jure que mon mari est un grand docteur. Le destin l'a affecté d'un mal étrange. Il cache ses talents de guérisseur sous l'aspect d'un vulgaire vilain, aux habits crasseux et aux choses puantes. Pour le faire redevenir mire, il convient de lui administrer 40 coups de bâton. Elle a juré. C'est donc vrai. Ah, maudite femelle, suppôt de Satan! Quant à ce magnifique costume que je t'ai acheté sur la foire de Troyes, il va prouver une fois de plus aux passants qui nous observeront que tu es un grand docteur. Tiens, je vais t'aider à l'enfiler. Voilà. Tu seras mieux que dans tes guenilles. Étonnant docteur, en vérité, qui n'a jamais vraiment guéri personne. Oui, je le reconnais, depuis que vous m'avez forcé à porter ce costume vert, dès que nous entrons dans un village, les gens métalement se regroupent autour de nous, ils ouvrent de grands yeux écarquillés, alors vous commencez votre baratin, vous me racontez n'importe quoi, vous racontez que je suis un mire extraordinaire, capable de soigner n'importe quelle maladie, grâce à la poudre de perlimpinpin, alors que font les pauvres paysans? Et ils vous croient? Ils vident leurs affaires saines, et vous, par son art, vous embauchez les grosses. Mais Jacques, je vends de l'espoir aux gens. L'espoir, c'est la clé de la réussite dans le commerce du mensonge. Regarde ces 1000 sous parisis que tu m'as déjà rapportés depuis que je t'ai réquisitionné sur les conseils de ta charmante épouse. Charmante épouse, et vous j'appelle ça une criminelle. Parfaitement.
Écoutez, je dois vous dire, depuis plusieurs nuits, je fais un cauchemar atroce. Je repasse un jour terrible où ce monsieur jour-là m'avait énervé. Elle refusait de me servir à manger. Ça commençait à taper, j'avais cogné partout, j'avais éclaté le nez, elle pissait le sang de tous les côtés. Et puis j'étais parti tranquillement avec mes bœufs, labourer dans mes champs. Et maintenant, j'avais les écoulements. Et maintenant, je la revois dans mes cauchemars. Et ils en ont tout. Ce qu'elle me crie. Ah oui, j'ai compris. Voilà ce qu'elle voulait. Elle voulait que je tombe sur les coups de bâton en face de ce qu'elle voulait. Oh, Jacques, voilà ta maladie qui te reprend. Je vais devoir t'administrer ton traitement choc. Non, je vous en prie. Bon. Je le reconnais. Finalement, je suis un menteur. C'est ma femme qui dit la vérité. Je suis un mire, un grand mire, capable de quoi, en fait? Capable de sauver la princesse Anne, qui s'est bloquée le gosier avec une arête de turbotte. Turbotte, c'est quand même pas compliqué à retenir. Cela fait au moins 10 fois que tu m'entends haranguer le chaland sur les places des marchés et tu n'as toujours pas retenu mon baratin. Je vais devoir te rafraîchir la mémoire avec Martin Bâton. Non, je vous en prie. Ça y est, ça revient. Je vais faire un effort. Bon, alors dans ce cas, nous allons réviser notre monument afin qu'il soit efficace lorsque nous serons sur le marché de la bœuf. Encore, peut-être? Oui. Bon, allez, viens à côté de moi. Baisse les yeux, humblement, modestement. Voilà. Bon, c'est moi qui parle. Oui. Mais c'est toi qui dois fasciner le chaland avec ton air idiot et tes pancartes. Bon, honorable public, apprenez que le portrait dont vous pouvez admirer la grâce et la finesse est celui de la princesse Anne, la fille unique des Plantagenêtes, les souverains de l'Angleterre. Or, je suis ici en mission catastrophique. Hélas, cette malheureuse fille. est en danger de mort. Je répète, hélas, cette malheureuse fille. Et à ce moment-là, tu dois parler, sinon les gens ne vont pas nous croire. Je répète, hélas, cette malheureuse fille. Laisse-moi le temps de finir ma phrase. Mais qu'est-ce que tu as ce matin? Mais tu m'énerves, tu m'en pile à la fin. Bon, honorable public. Princesse Anne, alors qu'elle était invitée à un repas de noces, de fête, donné en l'honneur de ses 20 ans, et que les convives en étaient au plateau de poisson, elle a été prise d'une soudaine crise d'asphyxie. Mais non, mais qu'est-ce que tu dois faire quand je dis au moment et que tu attends un peu? Je sais pas, je crève de faim, je crève de faim. Et quand j'ai faim, moi, je perds la mémoire. Donnez-moi quelque chose maintenant, je vous prie. Oh! Bon, attends. Ah, bon, c'est ça. Voilà. Bon, voilà, bon, maintenant tu te dis. Bon, je continue. Donc, princesse Anne a voulu avaler un morceau de turbotte. Et, bon, elle s'est retrouvée complètement obstruée de la gargouille. Voilà, cela fait 20 jours qu'elle ne peut plus rien avaler. Au moment où elle s'apprêtait à avaler un morceau de turbotte. Voilà. Or, ce n'était pas du cabillaud, ce n'était pas de la sole, encore moins des sardines, non, c'était de la turbotte. Alors, qu'est-ce que c'est la turbotte? Eh bien, la turbotte, c'est la tourelle du turbo. Le turbo, c'est un poisson plat, c'est bizarre, car on dirait qu'il ne vit que sur une seule face, sa face droite. Sur cette face est repliée toute la bouche et un peu plus haut, les deux yeux se superposent. On dirait pas un tableau de Picasso. Or, malgré cette apparence plate, visqueuse et presque monstrueuse, la chair de la turbotte est délicieuse, très très recherchée. Le malheur, c'est qu'elle contient
huiles qu'on trouve dans les poissons. Ça arrête. Arrête. Pourquoi tu veux que j'arrête de raconter mon histoire? Mais tu n'oublies pas mon histoire de turbotte et de jeune princesse qui a avalé ma bête? Ah ben c'est ça que c'est arrête. Ah non, en Angleterre on appelle ça une fiche bone. Donc, princesse Anne a voulu avaler un morceau de turbotte. Et elle s'est retrouvée, comme je vous ai dit tout à l'heure, complètement ensoulée d'un gargamouille. Ça fait 20 jours qu'elle n'a rien pu avaler. C'est à peine si on peut glisser quelques petites gouttes d'eau le long de son produit afin qu'elle ne meure pas de soif. Je suis donc ici en mission spéciale avec une unité diplomatique pour trouver dans le pays de Philippe Auguste un médecin, un chirurgien redouteux, un guérisseur fabuleux qui pourra la soigner. Eh bien, figurez-vous que j'ai rencontré cette personne providentielle qui a accepté spontanément de m'accompagner en Angleterre après avoir reçu 40 coups de bâton. Non. Cette personne généreuse et désintéressée est ici. C'est lui, Jacques de Pierre-Auvent. On l'applaudit maintenant. On l'applaudit. Oh, sachez que non seulement Jacques de Pierre-Auvent, dès notre arrivée en Angleterre, il va sauver la princesse, mais ici même en France, il peut vous guérir de tous vos maux. Ah oui, tous les mots, rage de pied, colique de dents, asticot des oreilles, oui, tout. Non mais attends, mais tais-toi, mais tu racontes n'importe quoi. Bon, donc il peut vous guérir de tous vos maux. Et ceci grâce à quoi? Grâce à ce remède dont il est le seul à connaître le secret. Une once de cette poudre et vous serez guéri. Cette once, je ne vous vends pas 4 sous, ni même 3 sous, encore moins 2 sous, et même pas 1 sou, non, je vous la vends 10 sous, 10 petits sous par Et sachez que, par contre, elle ne sera efficace que si dans le mois précédent, vous n'avez commis aucun péché. Bon, eh bien écoute, je crois que nous sommes prêts pour notre avant au marché d'Abbeville. Mais nous pouvons nous remettre en route. Mais comment savez-vous que nous allons vers Abbeville? Parce que c'est marqué sur ce panneau. Ce panneau-là, tu vois, c'est marqué Abbeville. Et en dessous, c'est marqué entrez par la porte nord et préparez votre monnaie pour payer l'octroi, 1 écu. Mais c'est quoi tous ces espèces de petits dessins, ces bâtons, ces ronds, ces boucles, tout ça, c'est quoi ça? Ce sont des lettres. Oui, et tu vois la première lettre de Abbeville, qui a cette forme comme ça, bien c'est le A. Et le A, c'est la première lettre de l'alphabet, le A. Le A. Oui, le A. Comme le A de Jacques. Oui. Jacques. Oui. Yes, je connais déjà une lettre. Oui. La première lettre de l'alphabet. Mais c'est quoi l'alphabet? Oh, ça c'est compliqué à t'expliquer. En fait, c'est une façon de ranger toutes les lettres qui composent un langage. En France et en Angleterre, on a plus d'une vingtaine de lettres. Donc, dans l'alphabet, eh bien, on les range toujours de la même façon. Comme ça, quand on a besoin de lire ou d'écrire, ben c'est facile, on les trouve. Voilà. Alors, tu vois, Abbeville, là, qui est 2 signes après, là, et ben ça, c'est le B, on ne dit pas B, on dit B. C'est la 2e lettre de l'alphabet. Le B, c'est dit peu. Oui. Donc, tu dis pas Abbeville, tu dis Abbeville. Non, bébé. Oui, bon, on va faire comme il y en a 2, on va dire Abbeville. Bébé. On va laisser compliquer. C'est pas facile, hein? Non. Tout ça, ce sont des lettres. Oui. Et là. Ah là, c'est beau. Oh, le grand panneau. Oh là, avec la belle image. Et puis plein de lettres en dessous, là. Oui. Qu'est-ce que ça Eh veut bien, dire? ça, c'est une affiche. Alors, une affiche, tu vois, il y a toujours un beau tableau. Ah oui. Ou un beau dessin. Et en dessous, c'est écrit. Et ici, c'est écrit. Dans 1 semaine, à Boulogne-sur-Mer,
Spectacle exceptionnel, les mystères de la passion en 12 tableaux. Et pourquoi vous faites comme ça? Parce qu'on lit toujours de gauche à droite. Et jamais le nom. Non, en France, en Angleterre, on lit toujours de gauche à droite. Voilà. Et le mystère, et c'est quoi le mystère de la passion? C'est compliqué, je t'explique en cours de route. Parce que nous sommes encore à une bonne semaine de Boulogne-sur-Mer, il faut nous remettre en route. Allez, et on chante. Ah mon Dieu, si jamais les portes de Seigneur, allez, ah mon Dieu, ce serait quand même mieux. A. B. Que. D. E. F. G. H. I. J. K. Madame, est-ce que je peux regarder, s'il vous plaît, le parchemin? Oui, vas-y. Le parchemin sur lequel mon épouse vous a juré. Oui, je voudrais lui lire. Vas-y. La première phrase, je n'arrive même pas encore à la comprendre complètement. Donc là, Qu'est-ce que tu fais? écoutez, j'essaie de lire ce que ma promesse de femme a écrit. Voilà. Depuis que nous sommes mis ensemble, vous m'avez appris à lire et je vous en remercie. Je connais déjà les 14 premières lettres de l'alphabet. Mais il y en a encore beaucoup dont j'ignore la signification et le dessin. Jacques, écoute, ça fait au moins une dizaine de fois que je te lis ce parchemin et tu n'as toujours pas mémorisé. Bon, écoute, je vais m'asseoir à côté de toi, on va regarder les lettres que tu ne connais pas. On va tout reprendre. Oui, mais sans le bâton. Non, il est là, il ne bouge pas, ne t'inquiète pas. Bon. Je. Oui. Jure. Alors voilà, t'as le R. Tu vois le R qui se dit pas R, mais se dit re. Le R, c'est dire. Oui, le R se dit re, c'est comme ça. Je jure. Je jure, oui. Voilà. Que. Alors, que. Ici, tu as une lettre comme ça, tu vois, avec un rond et une queue. Alors ça, c'est le Q. Oui, c'est Q. Après, si tu as le U, ça fait QU, ça fait Q encore. Ça va encore un Q. Oui, et après, QUE, là, ça fait que. Donc là, ça fait 2 Q et un E. Oui, voilà. Parce que, c'est comme la queue de mes bœufs. Tout à fait. Ah, que. Donc, que, mon, c'est facile. Oui. Marie. Donc, on a le nouveau le R. Marie. Et. EST, ça fait et. Non. E. Non, écoute. EST, ça fait et, c'est tout, c'est comme ça. Ouais. Et. Un. Grand. Arrête de grogner, grand. Docteur. Mon mari, à la gueuse. Mais j'aurais dû lui couper la langue ce jour-là. Mais j'aurais dû la battre comme là. Elle a raconté n'importe quoi sur ce parchemin. Mais je voulais la rouille. Mais tu l'as battu souvent, ta femme. Oh ben oui. Je la battais matin et soir. Mais avait-elle commis quelques fautes? Non, mais chez nous, c'est la coutume dans notre pays. Ah bon? Oui. Les maris battent leurs femmes. Oui. Les femmes battent les enfants. Les enfants se battent entre eux. Les soldats du roi battent ceux qui ne veulent pas aller à la guerre. Et les agents du fisc sont plus malins. Ils font battre par d'autres ceux qui ne peuvent pas payer les impôts. C'est ce que le gouvernement appelle créer du lien social. Ah. Donc, si je comprends bien, tu crées un lien social avec ton épouse en la battant. Tu as le droit de parler de ton contrat de mariage.
un vilain. Mais riche, vilain. Je possédais une terre, donc une ferme, des bois, des bœufs, une armée en bonne de mer. Mais j'étais malheureux, parce que je m'appelais seulement Jacques. Jacques. Je rêvais d'avoir la particule aristocratique, vous comprenez? Et puis un jour, regardant comme ça en haut de la colline, j'aperçois le château. Le château du sieur de Pierre-Auvent. Et le sieur de Pierre-Auvent, il était parti à la croisade, il était parti à Jérusalem. Il s'est fait couper la tête, j'avais pas vu. Mais sa fille, elle était restée au château. Et malheureusement, elle est terminée, vous comprenez? Et moi, quand j'étais riche, qu'est-ce que j'ai fait? Eh bien, j'ai acheté le château, les domaines, la demoiselle, et je suis devenu Jacques de Pierre-Auvent. De la particule de Pierre-Auvent. Et j'étais malheureux encore, parce que ma femme, elle me méprisait. Elle me traitait de paysan, de bouseux, de cutéreux. Ça m'était découvert, oh, je vais fracasser avec les mots, vous comprenez? La loi est formelle en France. Le mari bat sa femme, et puis après, la femme a bien libre de réciter tous les coups comme elle veut, à sa vieille maman, aux enfants, aux petits personnels de l'affaire. Ah oui, mais vous vivez vraiment comme des brutes dans vos campagnes françaises. Et vous, Madame Messenger, quand vous me rouez de coups de bâton, hein, vous ne vous conduisez pas comme une brute? Mais moi, c'est totalement différent. Moi, je ne fais qu'obéir aux prescriptions de ton épouse. Je ne te bats pas machinalement. Je t'administre la volée de coups de bâton dont tu as besoin. C'est tout. Du reste, on reconnaît que tu as fait de la bastonnade. Depuis que tu as reçu ces coups de bâton, tu as enrichi ton vocabulaire. Ah oui. Tu raisonnes mieux. Ah oui, c'est sûr. Donc tu te cultives. Encore une centaine de coups et tu deviendras grand savant. Un grand savant et philosophe. Ah oui, car depuis que vous avez orné mon front avec des coups sur le crâne, Sur le crâne, sur les épaules, les épaules, sur les coudes, sur les genoux, sur les genoux, sur les pièces. Bon, donc depuis que vous m'avez comme ça battu, je suis devenu plus intelligent. Et je ne cesse de me poser la question existentielle. Suis-je paysan ou suis-je nègre? Se pourrait-il que je fusse à la fois paysan et nègre? Car je suis mon raisonnement. Quand je regarde mes choses, eh bien, il est évident que je porte une chose gauche et une chose droite. Ces deux choses méritent bien d'être appelées choses. Mais en réalité, elles sont incroyablement différentes. Il devrait donc y avoir, dans notre belle langue françoise, un mot pour désigner cette chose-ci et un mot pour désigner cette chose-là. Tu raisonnes par évaporation intellectuelle, mon ami. Oh, tu m'écoutes? Tu raisonnes par évaporation intellectuelle, mon ami. Pour ce qui est de tes choses, en imaginant que tu deviennes cul-de-jatte. La gauche et la droite n'auront plus aucune espèce d'importance puisque tu n'auras plus besoin de te chausser. Il en est de même pour cette double personnalité que la bastonnade a révélée au grand jour. Depuis que nous chaminons dans ces ornières, tout attend de plus en plus que tu es de moins en moins fermé. Donc, si tu es de moins en moins fermé, c'est que tu es de plus en plus fermé. Mais non, mais de sain. Tu te retrouves donc, et pour te donner une image, avec une chausse droite, très petite, dans le cerveau gauche, et une chausse gauche monumentale dans le cerveau droit. Et qu'est-ce que vous regardez avec votre... Silence, ne bouge pas, ne fais pas un geste. En voilà une qui était camouflée dans un tas de feuilles. Heureusement, mon surpreneur atterri m'a envoyé des charges dans la main. Je l'ai aussitôt dirigé vers le point critique. 2 pas de plus et j'étais estropié à vie. Qu'est-ce que c'est? Silence. Silence, je dois tâcher de la neutraliser, elle est encore dangereuse. Tiens, passe ma main de velours dans mon gant de fer. Oui, je passe votre gant de fer dans la main de votre velours, oui. Ah! Un pied jaloux? Non. Une grosse trappe. La hantise du fantasme.
début de cette guerre, les mercenaires des deux camps inventent ce genre de piège pour déstabiliser l'ennemi. Ils enfuient ces pics dans les chemins empruntés par les soldats de pied. Les enfants vont à la chasse aux œufs le jour de Pâques. Oui. Eh bien, les pauvres bourgs qui servent d'éclaireurs, eux, vont à la chasse aux jours de frappe. Et souvent, ils s'y laissent la vie. Tiens, prends ça. Attention. Redoutable tétraède de pointes acérées comme des dents de fourche. Ça vous blesse le pied du soldat à la chaussée. Ça aiguillonne le cheval de guerre qui plante son sabot. Voilà la malheureuse monture déséquilibrée. Elle sautille pour essayer de se débarrasser de son étoile de fer. Le cavalier s'affole. La bête envahit le cabriole. Et son maître s'écrase par terre. Or, tu dois savoir qu'un chevalier batté d'armure qui s'écrase par terre est encore plus vulnérable. Tu m'écoutes? Oui. Qu'une boîte de conserve William Sorin attaquée par un gros ouvre-boîte. Oui. Ambassadeur. Observe bien cet engin cruel. Et si tu arrives d'en rencontrer un, surtout n'y touche pas à main nue. Certaines choses se trappent, sont équipées de puissants ressorts qui vous défoncer en toi comme un diable qui sort de sa boîte. Certains poseurs de ces pièges poussent parfois le vice jusqu'à enduire chaque point du tétraède d'ordures infectes. Marre d'humaine, pisse de renard, sang de pesteux pour répandre la contamination dans les régiments. Oh ben débarrassons-nous de cet laboratoire. Mais où la jeter? À ma droite, dans ce beau champ de blé français, Ah, moi, je suis français. à ma gauche, dans cet herbage anglais. Je suis désolé. Allez, hop, au revoir à la France, puisque nous longeons les bornes de son territoire. Mais enfin, si un petit peuple de France, une pauvre bergère de Philippe Auguste, vient poser le pied dessus, les pauvres, ils vont mourir dans d'atroces souffrances. Mais qu'est-ce que tu veux que cela me fasse? C'est la guerre. En termes de stratégie, on appelle ça les dégâts collatéraux. Bon, nous sommes encore à 150 lieues de Calais, donc il est temps de se remettre en route. Allez, et on chante. Ah, si jamais c'est que avant ce serait quand même mieux. Ah non de Dieu, si jamais c'est que non de Dieu, je serai plus vite au Dieu. Calais, un haut lieu. Calais, un haut lieu. Qu'est-ce que ça veut dire? Ah, d'abord, c'est pas un haut lieu. Ici, le zéro, le haut, c'est plus le haut. C'est devenu le zéro. C'est plus une lettre, c'est devenu un nombre, un chiffre. Le haut n'est plus le haut. Non. Alors, donc, ça fait 1, 0, 0 lieu. 1, 0, 0 lieu, ça fait 100 lieues, donc c'est loin. Ça veut dire c'est loin. Oui. Voilà. Alors, tu sais, pour faire les nombres, tu connais les nombres. Tu sais, les nombres, c'est quand tu comptes. Il y en a beaucoup, tu peux compter même après ta mort, tu te t'arrêteras pas. Ah, d'accord. Donc, et maintenant, pour faire tous les nombres, il faut les chiffres. Tu veux voir ce qu'il y a comme chiffres? Les chiffres. Les chiffres. Alors, il n'y en a pas beaucoup, il y en a 10. Les chiffres. Il y a des chiffres. Alors, le premier, c'est le 0. Non, le 0. Le 0, après le deuxième, c'est le 1. Troisième, c'est le 2. Après, le 3. Après, le 4, le 5, le 6, le 7, le 8 et le 9. Tu vois, il y en a 10. Bon, alors ça c'est... Là, j'ai un doigt, et là, j'ai 0 doigt. Non. Là, t'as 0 chiffre si c'est le 0. C'est pas facile. Mais tu comprends jamais. Bon, c'est trop compliqué. Oui. Ça, c'est bon. Je préfère me mettre dans ma couture. Oui. Fais-toi ta couture. Ah,
Allez, ça va toujours ta couture? Oui, oui. Ah, ben moi je vais compter mes sous. Ah. Alors, Madame Messenger, la recette a-t-elle été bonne? Elle va totalement décevante, hein. Les ballons ne s'intéressent plus à notre duo. Cela fait 2 jours que nous n'avons pas vu la moindre once de cette poudre magique. Bien que la misère est grande dans cette région. Et puis avec cette guerre qui n'en finit pas entre la France et l'Angleterre, nous allons sans doute devoir passer de longs mois à Calais. La princesse sera morte depuis longtemps avant qu'on trouve un bateau pour l'Angleterre. Madame Messenger, est-ce que vous me permettez une suggestion? Oui. À mon avis, vous voyez, votre histoire de permapapa, ça ne me rapporte absolument plus rien. Voilà. Ah, Vous devriez penser à autre chose. tu aurais une idée? Oui. Vous vous souvenez, il y a quelques jours, quand nous étions à Boulogne-sur-Mer, et que nous avons vu le mystère de la passion en 12 tableaux. Bien, vous vous rappelez, d'un côté, il y avait les âmes pécheresses qui disparaissaient dans le chaudron de l'enfer, et de l'autre, les âmes vertueuses qui s'élevaient vers le paradis. Et à la fin du spectacle, quand le maître de cérémonie a permis au public de venir voir ce qui se passait en coulisses, où sont allés tous les gens? Sont-ils allés voir ce qui se passait au paradis? Que nenni, ils s'en moquaient éperdument. Ils sont tous allés voir ceux qui les attendaient dans les enfers, parce que c'est là où ils finiront tous. Et ils étaient là, sur 3 files d'attente. Mais Jacques, c'était du théâtre, du voyeurisme. Tu sais très bien que plus les choses sont cruelles, et plus le petit peuple se déplace. Mais qu'est-ce qui nous empêche de faire autant? Oh, jouer un mystère de la passion à nous deux, mais tu veux finir sur un bûcher. L'Église ne plaisante pas avec ça. Moi, je ne parle pas de mystère religieux. Ah. Moi, je vous parle d'une histoire simple, amusante. Une histoire qui raconterait, par exemple, tout ce qui s'est passé entre nous depuis que nous avons fait connaissance. Et qui pourrait s'appeler, par exemple, le vilain Mire et ça me reste de femme. Non, le vilain Mire et la princesse Turbotte. Regardez ce que je vous ai confectionné. Hein? Regardez, avec un morceau de tissu que j'ai dérobé à l'étalage d'un crabier de Boulogne-sur-Mer. Et non seulement j'ai dérobé, mais en plus j'ai volé aussi la paire de ciseaux, les aiguilles de mon fil. Insensé, tu vas à l'étalage. Si le guide te surprend, tu seras pendu au écourt. Dis donc, en tout cas, tu sais coudre. Ah, oui. Joli. Ah oui. C'est ma maman qui m'a appris à coudre quand j'étais petit. Ah. Oui. Elle était aussi une excellente cuisinière. Ah oui, elle savait tout faire, ma maman. Elle savait coudre, elle savait la cuisine, et puis surtout le soir. Elle savait recevoir les coups de mon père, elle a tout volé. Elle criait, il y avait une ambiance dans les oreilles. Et puis après ça, mon père, il connaissait tout le monde. Qu'est-ce qu'on a pu s'amuser? Oh, voilà. Une ambiance. Tenez, vous devriez essayer, monsieur. Enfin, Jacques. Je suis cette jeune, une haute dignitaire de la cour d'Angleterre, l'équivalente d'un premier ministre. Je ne suis pas une turbotte. Écoutez, et moi, j'étais bien un vilain, je suis devenu Mire. Et puis vous savez, entre une turbotte et un premier ministre, il n'y a pas beaucoup de différence. L'un et l'autre sont capables d'une nation entre 2 eaux. Allez, n'ayez pas peur. Allez vous changer, déshabillez-vous, je vous protège. Ah, t'as les pattes, c'est un beau, hein? Non mais excusez-moi, parce que j'avais vu un frelon qui voulait vous embêter. Ah oui, ça c'est facile. Bon, alors moi je vais en profiter pour revoir ma harangue. Vous allez voir, ma harangue c'est autre chose que la vôtre. Hein. Regardez, bonnes gens, approchez, venez voir le plus grand mire de la France, le mire ogolant, le mire ifique, le mire liton, le mire adore, le mire acculé, le mire acculeux. Déjà quand j'étais petit, j'étais un tout petit mire, j'étais même un quasi-mire, mais je suis devenu grand par la suite, j'ai grandi en effet, et puis ma réputation s'est envolée maintenant bien au-delà de la France, elle est même partie vers l'Angleterre.
pas une beauté fatale, mais c'est une beauté premium. Avec elle, vous ne rencontrerez, vous n'aurez que des avantages. Et bien donc, j'étais parti, en effet, à la fin de la journée, car je suis mine, mais je suis également spécialisé dans l'arrachage des arêtes. Je suis aréologue, je suis princessologue, je suis fémininologue. Oh, y a rien de nouveau dans ton boniment, et c'est de toi un copier-coller du mien. Mais maintenant, la suite. Non, j'étais parti pour l'Angleterre. Je commençais à traverser la mer du Nord quand soudain, mon navire a commencé à s'enfoncer dans les eaux. Je pleurais, je me disais que je ne pourrais jamais sauver la base de français. Et pendant ce temps-là, mon navire s'enfonçait. Igloo, il s'enfonçait, igloo. Et soudain, j'ai été sauvé. Oui, mes amis. J'ai été sauvé par une femme poisson. Un être extraordinaire, une sirène, non pas une petite sirène comme dans les contes pour enfants, une grande sirène, aussi grande que la baleine de Jonas. Honorable public, voulez-vous voir cette femme poisson? Voulez-vous voir cette femme poisson? Oui. Quel enthousiasme! Honorable public, voulez-vous voir cette femme poisson? Oui. On le fait. Vous l'avez vu? C'est à vous, hein? Comme vous voulez, on comprend. Honorable public, voulez-vous voir cette fille, monsieur? Oui. C'est à vous. Honorable public, voulez-vous voir cette femme? Oh, merveilleuse créature, issue d'un monde enchanté. J'aimerais faire votre sculpture. Hélas, je ne sais pas sculpter. Par contre, j'aimerais bien pouvoir toucher. Ah, pas ne te fais aucune illusion, je ne suis pas sculpture. Je suis. N'aie pas peur, je suis ton ange gardien. Ange gardien, mon œil. Où sont les marins qui buvaient leur bière irlandaise à plainte de lait? Ils cuvent tranquillement au fond de la mer, aplatis comme des galettes Saint-Michel. Leurs visages sont écrasés contre les rochers par le poids de l'eau de mer. Ils ne sont pas beaux à voir. Et où est le capitaine qui buffait comme un trou dans la cale du bateau? Lui, il repose sur un massif d'étoiles de mer. Des petits poissons de roches visitent ses gencives. Et où est Madame Messenger, Et tu l'as vu toi-même s'enfoncer dans la base. Des méduses s'amusent. Elle va arracher ses cheveux à l'un. C'est vicieux, les méduses. Et les passagers? Où sont les passagers? Eux aussi ont rejoint le monde des eaux sombres. Donc ça grouille, ça rampe, ça serpente, ça se tortille, ça se tentacule, ça oursille parmi les eaux sales. Et le public, il est mort aussi? Non, le public va bien, il est là. Il sent que c'est bientôt la fin du spectacle, mais il ne sait pas comment cela va se terminer. Et ben moi non plus d'ailleurs. Et alors, suis-je? Tu es le seul rescapé du naufrage, mon ami. Bienvenue sur mon île de nulle part, le royaume des turbos. Et si tu t'en es pas rendu compte, je suis le roi turbo. Ne cherche pas mes congénères, ils batifolent dans les eaux voisines, c'est la période des amours. Les turbotes exécutent des danses lascives devant les turbos qui tombent sous le charme. Au moment de l'accouplement, les femelles pondent des grappes entières de petits œufs blanchâtres, les mâles dispersent leur étance au hasard au bout de la chambre. De tout ce chahut turbotant, détrondant, quelques jours, des milliers de petits turbos à levain. Ainsi va la vie chez les turbos, cher Jacques, Pierre au vent. Vous connaissez mon nom, vous savez lire? Je connais tout ce qui te concerne, je suis ton ange gardien. Rien de ce qui se passe entre ton roi Philippe Auguste et notre Genève d'échappe à ma vigilance. Les rumeurs du palais de l'Europe du Nord
transite à travers les ondes maritimes, que je suis le seul capable d'intercepter, grâce à quoi? Attends. À ce coquillage, regarde ce beau coquillage, que l'on appelle ici le TSF. Ouais. Veux-tu écouter la TSF? Tiens, n'aie pas peur. Je te dis, je suis ton ange gardien. Mais non, tu mets sa bouche contre ton oreille. Ah, mais sa bouche? Contre ton oreille. Mais non, pas ta bouche contre sa bouche, sa bouche à lui contre ton oreille, à toi. Oh! Incroyable! On entend tout ce qui se passe à la cour d'Angleterre. Le cancer du roi Charles III, le prince Andrew, Lady Diana, la princesse Anne, les fake news et tout ça c'est traduit en français pour qu'on comprenne. Et c'est ainsi que j'ai appris que tu dois te rendre là-bas pour tâcher d'extraire l'arête de poissonne qui s'est coincée dans le gosier de la princesse Anne. Or, ce qu'il faut que tu saches, c'est que cette arête provient de Turgot, très célèbre, qui n'est plus de ce monde, mais que je connais très bien. Pardonnez-moi ce petit point de grammaire française, mais vous venez de dire que cette Turbotte est morte et que vous la connaissez très bien. Ne conviendrait-il point le soir d'employer le i qui est la marque de l'imparfait en français et que vous devriez donc dire que vous la connaissez le Certes, elle est morte cette Turbotte, mais elle restera toujours vivante dans ma mémoire. C'était ma femme, la reine Turbotte, 36e du nom. Oh, sorry, Majesté. Veuillez appeler, je vous prie, l'expression de mes plus sincères condoléances distinguées. Mais je me fous de tes condoléances distinguées, mon débarras. Comment ça? Vous êtes veuf et vous semblez joyeux? Oui, je suis le plus heureux des rois Turgot. Ma femme était une vieille garce, laide, insupportable. Le plus cocasse qu'elle se croyait encore désirable, une vraie turbomane. Sais-tu comment on l'appelait? Non. La cougar de la Manche. La cougar de la Manche. Ouais. La cougar de la Manche. Un jour, elle a jeté son dévolu sur un turbo, genou, laid, maigre, sans situation. Un turbo poète. Un turbo. Le plus cocasse, c'est que le genou, il ne voulait pas des avances de ma vieille. Ah oui, c'est normal. Elle lui a fait toutes sortes de filtres d'amour, rien. Elle a même tenté de l'empoisonner. Un jour, alors qu'il tentait de fuir cette vieille garce, il l'a emmenée en haute mer, près d'une ligne de pêcheurs. Une ligne de palangres. Des palangres? C'est quoi ces palangres? Oui, les palangres! Ces lignes-là où pendent des centaines d'asticots armés d'hameçons redoutables. Ma femme, elle n'a pas vu l'hameçon. Clic! Fini la turbotte! Oh, 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 ça va faire mal, ça, dans l'économie. Oh, attention, vous avez dans l'économie. Oh, 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 Quel destin tragique! Mais non! Imagine finir ta vie dans une turbotière d'argent aux armes du roi d'Angleterre. La classe! Depuis je suis tranquille, depuis toutes les 5 minutes à se fonder dans mes nageoires, je passe l'existence à me dorer au soleil. Elle est pas belle, la vie? J'étais marié, j'ai juste une femme menteuse, une paresseuse, une intrigueuse. Vous savez, elle est allée raconter à Madame Messenger que je pouvais devenir miracle si on pouvait donner une centaine de coups de poing. Et me voilà maintenant au milieu de la Manche, écrasé par un groupe complètement imbécile qui ne comprend rien, qui n'arrête pas de rire. Alors que j'aimerais tant affronter l'amour avec mes bœufs.
permettra de porter le pourpre des plus grands mires de l'Angleterre. Approche ta bouche, ton oreille de ma bouche ventouse. Ah non, ton oreille. Voilà. Hop. Le secret de ce remède, c'est le rire. Le fou rire. Le rire à gorge déployée. Quand voulez-vous que je fasse rire une princesse, moi? Les enfants, Je demande aux enfants. vous avez un moyen pour faire rire une princesse? Non. J'ai un peu une histoire drôle. Les parents, pendant que les enfants cherchent, vous cherchez dans vos poches, parce que nous allons pas tarder à passer avec le chapeau pour faire un manche. Non. Nous passerons tout à l'heure parce que la situation est urgente, la princesse est mourante. Donc, il faut que tu t'envoles immédiatement pour l'Angleterre. Emmène avec toi ce coquillage DSF et te rendra de multiples services. Et comment je fais pour m'envoler en Angleterre? Moi, je ne suis pas le général de Gaulle, moi. Je ne m'envole pas vers Radio Londres dans un avion de Belvédère, quand même. Non, mais... Tiens, attends. Emmène avec toi cette torche olympique. J'en ai des dizaines. Ils les soldent même à la ressourcerie. Tu vas dans les coulisses. Tu la tiens bien dans tes mains. Tu te concentres. Tu fermes les yeux et tu vas t'envoler immédiatement vers l'Angleterre. Vas-y. La torche. Ah ouais, en effet. Oh là là. Oh mais oui, on a vraiment l'impression de s'envoler. Oh, c'est incroyable. L'histoire bien. J'ai même envie de faire un petit tour de piste. Vas-y. J'y vais doucement, parce que moi, vous voyez, je suis à la fois entre l'Olympique et le Paralympique. Et vous, bien sûr, vous restez, parce que sinon le public va croire que c'est la fin, il va s'en aller. Honorable public, si vous voulez connaître la fin de cette histoire, nous allons faire passer le chapeau. Plus vous serez généreux et plus l'histoire sera longue. À votre bon cœur, messieurs. Et retrouvons-nous quelques mois plus tard en Angleterre. Retrouvons-nous quelques mois plus tard en Angleterre. God save all righteous King, God live on the Queen, God save the Queen. Procéder à la guérison de votre fille. Oui. J'ai parfaitement compris les enjeux, Majesté. Effectivement, petit A, je sauve votre fille, la princesse Jean-Roch Fenago. Petit B, je ne sauve pas votre fille, mais je suis brûlé vif sur le bûcher qui se trouve dans la cour de votre Majesté. C'est très délicat de votre part, surtout pour un Français. Dire comme Jeanne d'Arc, comme un Anglais, c'est très bien. Merci beaucoup, Majesté. Jacques, calme-toi, c'est le grand jour. Jacques, finalement, ton histoire de tubote nous a rapporté une grosse somme d'argent quand nous étions en France. Surtout à vous. Je n'aurais jamais pu imaginer que le petit peuple de Calais allait nous réserver telle
semble. Oui. Le naufrage est perdu. Le coquillage de SF. Non, top alors pour la vie. Et pour finir, le voyage du général de Gaulle de faire Radio Londres, c'était vraiment n'importe quoi. Non. Et pourtant, Ça a marché. et nous avons pu embarquer sur un navire marchand en direction de l'Angleterre. Qui, lui, n'a jamais fait naufrage. Et nous voilà maintenant dans les appartements de la reine Plantagenet. Oui, mais avec quand même, il y a petit mais quand même. Je voudrais quand même vous remercier. Oh Jacques, Madame Messenger. Jacques, quoi? De tous les coups de bâton dont vous avez amplifié mes épaules et mon crâne. Mais grâce à vous, je suis devenu un être intelligent. Mais avant, je n'étais qu'un robuste, mais injuste. Maintenant, je suis devenu un mire illustre. Oui. À croire que grâce à votre intervention, dans la tête de chaque être humain, n'est-ce pas, comment peux-je dire, il se produit de temps en temps un phénomène psychanalytique, n'est-ce pas, que je pourrais définir comme une sorte d'intelligence artificielle qui permet à chacun de faire sortir un peu son coffre imaginaire afin de trouver des histoires absolument merveilleuses et abracadabrantes. De mon côté, je n'aurais jamais pu imaginer qu'avec ma culture académique et ma rigueur de féminisme, je puisse penser à une plume de pan pour sauver la princesse. Ah bon? Moi, vous voyez, j'aurais plutôt préféré me servir de mes chaussures. Je les aurais passées sous le nez de la princesse, alors que ça m'aurait écœuré. Elle aurait commencé à pousser des soupirs. Peut-être même qu'elle a commencé à vomir. Et moi, j'aurais récupéré Clarette. Dans son dégueulis. Ne te trouves-tu pas qu'une plume de pensée beaucoup plus aristocratique, plus délicat? La peau de la princesse est très fine, et la moindre chatouille sur la plante de ses pieds nus la fera hurler de rire. Vous permettez, je pourrais faire un essai sur mes choses. Là, vous regardez, je passe la plume, et ça ne me fait absolument rien du tout. Ça ne me fait absolument rien. J'ai toujours parlé de la plante des pieds nus. Des choses ne sentent rien si elles puent, mais elles ne sentent rien. Bon, elle pue, mais elle ne sent rien. Bon, écoute, sais-tu que cette torture est utilisée dans certaines prisons françaises pour faire avouer les coupables? Avec le but de mort? Non, mais le principe est le même, plus cruel. Le bourreau enduit les pieds du malheureux avec du sel, du gros sel. Puis il fait entrer une chèvre dans la salle des tortures. Une chèvre, non. Oui, les chèvres adorent le sel, tu dois le savoir, tu es paysan. Oui, c'est vrai ça. Bon. Donc la chèvre se met à lécher les pieds du malheureux, elle lèche bien partout, les doigts de pied, entre les doigts de pied, et surtout la plante des pieds. Et après quelques coups de langue bien râpeuse, le pauvre bougre est pris d'une violente crise de rire hystérique. Il étouffe, il sent qu'il va mourir, il est prêt à avouer n'importe quoi. C'est ce qu'on appelle la mort par le rire. Ah, vous entendez? Ah, le rappelle. Le majordome, la princesse. Allez, vas-y. Allez, Jacques. Jacques, debout. Mais je ne vais jamais y arriver. Si, Jacques, allez, je te bénis. Jacques. Oui. Je te bénis au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et vas-y, allez, zou. Ça va faire une belle jambe, ça. Allez. Oui, Majesté, vous m'avez demandé, j'arrive tout de suite. Ça y est, j'ai réussi. Ça, c'est
ça n'a pas été facile, hein. Oui, parce qu'au début, la princesse, elle refusait. Ah non, shocking, ah non, je ne veux pas parler français, il n'est pas question qu'il me jappe les pieds. Je lui ai répondu, mais ça suffit maintenant, allez, montrez-moi vos petits petons, je vais vous plumasser avec ça, vous allez voir. Alors, j'ai commencé à lui brosser la plume de pan, effectivement, sur ses pieds. Elle a commencé à rire, elle riait de plus en plus fort, elle riait à gorge déployée, elle riait même à soutien-gorge déployée. Et puis soudain, j'ai vu sa bouche qui s'ouvrait, alors j'ai pris la plume de pan, je l'ai enfoncé un tiré dans la gorge. Ce n'était pas une arête, ce n'était pas deux arêtes, ni trois arêtes. C'était la turbote tout entière. À croire qu'elle avait dévoré le poisson toute seule, sans en donner à personne et aucun des invités. La cohue. En tout cas, maintenant, je suis riche, je vais pouvoir recevoir les escargots de la reine d'Angleterre, je vais pouvoir rentrer chez moi, m'occuper de mes neveux et surtout retrouver ma femme. Je vais lui administrer une série de coups de bâton et de coups de trique dont elle se rappellera. Ça me pense les nerfs. Tu ne pourras pas retourner en France et tu n'auras pas tes esterliers. Raison d'État. Raison d'État? Oui. La reine m'a convoqué. Elle m'a expliqué pourquoi. Je vais te faire son discours. Tiens. Mais c'est n'importe quoi, c'est une question. Je vais mettre sa couronne, tu comprendras mieux. Ah, ouais, c'est ressemblant, effectivement. Oh, mais c'est incroyable. Mais vous êtes le sosie de la reine. Oh, non, s'y croirait. Mrs. Messenger, Yes. vous direz à votre petit Frenchie que la rumeur de son arrivée en Angleterre et de ses grands talents de mire s'est répandue de Londres jusqu'à Édimbourg comme une traînée de poudre. Des malades des 4 vents de mon royaume affluent pour le voir et pour lui demander secours. Ils ont la vérole, ils ont la myxomatose, ils ont la danse de Saint-Guy, ils sont paralytiques, ils sont apoplectiques, ils sont unijambistes, ils sont unicouillistes. Unicouillistes? Oui, non, mon cul. Et parfois même que la moitié du. Je continue. Attends, je remets ça. Voilà. Unicouillistes. La plupart sont incurables, mais ils ont dépensé jusqu'à leur moindre sou pour venir lui rendre visite. Chaque souffreteux rapporte par jour une pièce d'argent à la couronne. C'est beaucoup et c'est parfait pour moi, mais je les héberge dans les couvents, dans les hangars, sur les places publiques, voire même dans les égouts de la ville. Mais je ne peux laisser ces affligés parquer comme des bestiaux indéfiniment. Parce qu'ils vont se révolter contre ma couronne, ils vont manifester, ils vont demander la tête de mon grand chancelier. Aussi, Mrs. Messenger, vous direz à Jacques de Pierre-Auvent qu'il doit les guérir tous, et tous en même temps. Et alors, et seulement alors, il pourra repartir en France avec une jolie somme d'argent dans son escarcelle. Mais écoutez, mais c'est impossible, j'ai déjà eu un mal fou à guérir la princesse avec une plume de pan. Comment voulez-vous maintenant que je guérisse une centaine de personnes? Non, c'est injuste. Je refuse, et tant pis pour la reine, et tant pis pour les esclaves, je refuse. Jacques, il ne reste plus qu'une seule solution. Ton traitement de choc, je vais t'administrer 40 coups de bâton. Non, pas le bâton. Un instant. Qui dit bâton? Oui. Dit bois? Oui. Qui dit bois? Oui. Dit bûche? Oui. Qui dit bûche? Dit bûcher. Oui. Qui dit bûcher? Dit bûcher dans la cour de la reine. Oui. Mais moi, pas bûcher dans la cour de la reine. Moi, public, sur le bûcher. Vous avez compris? Yes. Vous avez compris? On y va. Voilà, dépêche-toi. Allons-y. Vous allez voir, vous voyez là, le bûcher dans la cour de la reine? Eh bien, c'est très simple. Je vais choisir parmi vous les 7 plus affligés
les 7 plus incurables, et je les jetterai dans le feu. Dès que leur corps sera brûlé et rôti comme merguez, je récupérerai leur poudre. Et cette poudre sera mélangée dans un tonneau rempli d'eau de vie. Et je donnerai ensuite quelques gouttes de cette eau de vie aux personnes rescapées. Et je le jure sur mon honneur, chaque personne qui aura bu quelques gouttes de cette eau de vie restera en vie jusqu'à ce que mort s'en suive. Et chaque personne que tu choisissais, c'est prétendu élu. Oui, les uns disaient, finalement j'ai réfléchi, je préfère rentrer chez moi. Ça va mieux, ça va mieux. Les autres disaient, oh, finalement ce n'est pas bien grave ce que je peux faire rentrer chez moi. Et ils sont tous partis. Tu les avais donc tous guéris. Bravo, mon Jacob. Ça, c'est un grand médecin. Bravo. De rien. Bravo. Elle a fait cette jeu. C'est un grand moment. Je vais pouvoir repartir chez moi. Oui. Non. Mais auparavant, je voudrais vous dire au revoir. Je ne vous oublierai jamais. Oh, et puis, dès que la guerre sera terminée entre la France et l'Angleterre, je viendrai te rendre te dire un petit bonjour et remercier ta charmante épouse. Ma charmante épouse? Oui. Ah, ça jamais. Non, vous n'allez pas. Quand je vais rentrer chez moi, je vais lui flanquer une volée de coups de bâton. Elle va s'en rappeler. À moins qu'elle me demande un moment. Ou quelqu'un, peut-être, ferais-je preuve de clémence et de miséricorde. Oh, Jacques. Jacques. Oh. Jacques. Et c'est ainsi qu'un vulgaire vilain de la France d'en bas est devenu le plus grand mire de l'Angleterre. Merci beaucoup. Pour ceux qui n'ont pas compris, vous pouvez nous poser des questions. On peut aussi discuter, bien sûr, de mon avec vous. Nous avons bien sûr oublié de vous dire qu'il y avait un chapeau qui s'adressait à votre générosité. Là, ce ne sera pas un chapeau, mais ce sera tout simplement Un petit béret. un petit béret. Parce que oublié le chapeau que tu nous gagnes comme tu veux. Ouais. Et donc je vous présente quand même l'auteur de la pièce. C'est Dominique Zamparini qui a écrit le texte. Pascal, donc, qui a beaucoup travaillé aussi, et sur le texte, sur la mise en scène, et puis sur l'apprentissage, parce que c'était pas toujours évident. Voilà. Nous serons à Montferrand, donc au mois d'août, au début du mois d'août, et là nous accueillerons 2 autres groupes dans le cadre d'un festival que nous cherchons à perpétuer maintenant. Donc il y aura aussi d'autres possibilités de jeu, puisque nous tournons un petit peu partout maintenant dans le département. Bonsoir, merci. Bonsoir.